Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pourquoi ce petit mode chèvre? C'est parce qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille revient sur le terrain. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que, en fait, la vidéo, j'ai dû la refaire depuis le début. 50 minutes de vidéo mise en l'air. Le micro ne s'est pas enregistré. Là, je vois que ça fonctionne. Le son fonctionne. C'est bon, dites-moi. Faites-moi un retour son. Voilà, d'ailleurs, je vais vous rajouter un petit peu de musique là de fond. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Voilà. Juste en dessous là dans les commentaires, vous me dites c'est bien pour la musique, c'est pas bien pour la musique. Comme ça, la prochaine fois, je la remettrai pas si ça vous plaît pas. Alors, on part sur le match, les amis. Jour de match aujourd'hui, jour de match. Le premier de l'ère Gasset. Donc on a souhaité la bienvenue à Jean-Louis Gasset. Il a fait sa conférence de présentation avant-hier. Hier, il a fait sa conférence d'avant-match pour le match qu'on va vivre ce soir ensemble à partir de 20h15 sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller sur le live de ce soir pour donner de la force. On va revenir dessus de toute façon. Aujourd'hui, donc c'est un jour, le premier jour. C'est important de partir sur de bonnes bases, sur une bonne note, on va dire. Et on espère vivre de bons moments. Voilà, donc on a assez mangé notre petit pain noir cette saison. Ça serait le moment de prendre plaisir. Voilà, donc maintenant aux joueurs de prendre leurs responsabilités. On va voir ce qu'il a dit justement Gigot pendant cette conférence de presse. J'ai juste pris une seule réponse de sa part parce que ça m'énerve un petit peu. Les paroles des joueurs maintenant. Voilà, maintenant c'est les actes qu'on veut. C'est les actes des joueurs. Les actes des joueurs. C'est un jour important, il faut absolument gagner pour qu'on soit un petit peu dans le bonheur. Voilà, on a assez subi. Voilà, donc j'ai souffert tout le long de cette saison. C'est la première fois depuis très longtemps que je n'avais pas autant souffert. Voilà, presque à arrêter carrément YouTube, à me le regarder tranquillement à la maison et à râler dans mon coin. Parce que j'ai pas envie de montrer toujours une image de quelqu'un qui est toujours à dire des gros mots, les merdes, les putains, les ci, les là. Non, c'est pas mon style, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Je peux être vulgaire dans la vie de tous les jours, mais je ne parle pas tout le temps comme ça. Voilà, quand je suis énervé, ben, ça sort tout seul. Voilà, ça sort tout seul. Voilà, en espérant qu'on ait un peu de bonheur ce soir. Sur la fin de saison, il nous reste 12 matchs dans cette Ligue 1. Il nous reste cette Europa League qu'on va pourquoi pas continuer ensemble, les amis. Et on va y aller tout de suite, les amis, sur l'introduction. Donnez de la force, hein. N'oubliez pas les petits likes, les petits abonnements, ça fait toujours plaisir. Let's go! Introduction, introduction, y'a que ça de bon, y'a que ça de bon. On y va sur l'éphéméride. Nous sommes le 22 février. Je tiens à vous souhaiter un superbe anniversaire à tous ceux qui sont nés le 22 février. D'ailleurs, n'hésite pas, hein, tu es né aujourd'hui. Tu me mets ton petit message dans le commentaire. Je suis né le 22 février et tout le monde te répondra. Voilà, hier il y en a un qui a dit ça, hier à 21 février. Personne ne lui a répondu, il n'y a que moi j'ai l'impression. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait après dans la journée, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas je te souhaite encore un bon anniversaire, je ne me rappelle plus ton prénom. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 22 février comme André Boggi, Léopold Drucker et Roland Erhardt, ancien olympien que je n'ai pas connu. Si vous avez connu, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On enchaîne avec ceci. Donc ce soir nous sommes donc en match. Et en match nous ferons le live ensemble. Nous sommes à 13 likes. Voilà, donc la dernière fois on avait battu le record. On était à 28 au départ du live. C'était la première fois que je voyais autant de likes comme ça. Bah, n'hésitez pas à essayer de battre ce record. On va essayer de le battre, le 28. Est-ce que vous pouvez le battre? Il n'y a que 15 likes à mettre. Voilà, vous êtes 150 à mettre un like pour la vidéo d'aujourd'hui peut-être. Mais ce soir, le live, comme ça, plus il y aura de likes, plus il y aura de monde et plus on passera de bons moments ensemble. Voilà, j'espère. En tout cas, j'espère du bonheur. Du bonheur, du bonheur. Voilà, parce qu'une victoire, si on est plus nombreux, bah, on pourra prendre plaisir tous ensemble, les amis. Allez, donnez-moi du soutien et qu'on soit tous unis pour ce soir, derrière notre Olympique de Marseille. C'est le message principal qu'il faut faire passer. Voilà, donc il faut arrêter de se distendre sur certains sujets, comme on va en parler juste après, de Jonathan Klaus et de Tuk Tuk Team. Voilà, il faut arrêter. Il faut être dans la même direction. Il y a un nouveau coach, il faut le respecter. Il a beau avoir 70 ans, mais il a de l'expérience en Ligue 1. Il faut arrêter avec son âge aussi. Je vois certains qui sont un petit peu à insister là-dessus. Au bout d'un moment, on a compris. Il a 70 ans, ok. Mais derrière, s'il fait le taf sur le terrain, s'il fait le taf pour nous mettre une belle équipe, eh ben, il faudra juste l'encourager, comme les autres coachs qu'on a eu par le passé. Mieux même, parce que lui, il est arrivé dans un bourbier pas possible. Et je vais vous dire même si ça se passe mal pour les débuts, il ne faudra pas lui tomber dessus. C'est aux joueurs qu'il faudra les taper. N'oublions pas que les joueurs ont fait virer 3 coachs. Enfin, virer. Je m'entends. Marcelino est parti de lui-même.
Mais c'est bien à cause des joueurs, parce que ce qu'ils proposaient sur le terrain, c'était dégueulasse. Abardonado, bon, on va pas en parler de lui, mais surtout Gattuso. Ça, par contre, Gattuso, on peut en vouloir autant aux joueurs, voire peut-être plus qu'à Gattuso. Parce que Gattuso, lui, voulait mettre de force. Il était un petit peu têtu sur son 4-3-3, son schéma de jeu et tout le bordel. Mais les joueurs, au bout d'un moment, ils sont professionnels. Hein, vous savez ce que ça veut dire, professionnel. Quand vous êtes au boulot, on vous dit de faire telle tâche, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, moi, par exemple, en ce moment, de faire un boulot. Je le fais quand même, de force, et ils devraient le faire de force. Les joueurs ne l'ont pas fait de force. Ils n'ont pas suivi le coach, et c'est à cause d'eux si on est dans cette situation-là. C'est pas que le coach Gattuso. Le coach a une part de responsabilité. Les joueurs, avant tout, ils sont sur le terrain. La direction, on peut en parler, on en parlera encore dans les lives. Mais aujourd'hui, c'est les joueurs qui doivent se prendre leurs responsabilités et répondre sur le terrain. Plus d'actes et moins de paroles. Voilà, ça suffit de dire, on se dira les choses, on se dira... Ça suffit, ça suffit. Le message passe plus. Moi, je l'ai là, le message. Désolé hein, pour le petite introduction comme ça, mais on enchaîne derrière avec... Justement, n'hésitez pas, hein, ce soir, le live, voilà, mettez un petit like, on bat le record des 28. Ce soir, pardon, excusez-moi. Pour ce dossier-là, ça concerne quoi? Ça concerne Jonathan Klaus. Alors, je vais vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est Souleymane Diawara. Mais Souleymane Diawara nous parle de Jean-Louis Gasset, pardon. Ça concerne le comportement de l'humain. Alors Jean-Louis Gasset, qui a rencontré Souleymane Diawara du côté de Bordeaux, et il nous dit, Jean-Louis Gasset, quand je suis arrivé à Bordeaux, donc c'est Souleymane Diawara qui nous parle, hein, j'étais hyper nul. Il me convoque, donc en parlant de Jean-Louis Gasset, dans son bureau et il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas le Soulé qu'on a recruté, c'est son grand-père. Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? Ça va pas? Je lui explique. Donc Souleymane Diawara explique à Jean-Louis, je ne sors plus, je ne fais plus rien. Donc à la base... Souleymane Diawara, c'est un grand fêtard. Il aime bien sortir en boîte, à droite, à gauche. Et il arrivait à se donner du bonheur comme ça, en dehors du football, pour quand il était dans le football, après, il avait toute sa dose de bonheur à côté, et il pouvait se concentrer après sur le football. Il y en a qui sont obligés d'avoir quelque chose à côté. Ils sont obligés dans le football d'avoir quelque chose à côté pour être bien sur le terrain. Ronaldinho, je ne vais pas comparer Ronaldinho à Souleymane Diawara. C'était un fêtard total. Et d'autres joueurs, Ronaldo, voilà, il faisait beaucoup de bêtises aussi. Mais ils ont été bons sur le terrain parce qu'on leur laissait faire. Au bout d'un moment, quand tu vois que ça ne fonctionne pas en les bridant, il faut laisser parfois faire. Alors, je dis pas que Klaus, il faut le laisser faire à tout volo, mais il y a peut-être certaines choses, peut-être qu'on s'en fout finalement. Qu'il sorte en boîte, qu'il aille au fucking Blue Boys, dans les boîtes gays, dans les boîtes trans, dans les boîtes je sais pas quoi. Mais je m'en fous moi, complètement. De son histoire personnelle, je m'en fous. Que sa femme fasse ci sur Instagram ou quoi, mon cas, je m'en fous totalement. Moi, ce qui m'apporte, c'est le terrain. S'il est pas bon sur le terrain et qu'il soit à chaque fois en boîte à sortir, là, je serais d'accord. Mais s'il est bon sur le terrain ou alors pas plus mauvais que les autres, je ne vois pas pourquoi le taper sur ce côté-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tous les joueurs qu'on a dans l'effectif, ils sont tous pratiquement mauvais, voire plus mauvais que Jonathan Klaus. Pourquoi lui taper que sur lui, soi-disant il se maintient pour l'Euro? Voilà, peut-être qu'il le fait, mais moi je le remarque pas en regardant bien les matchs. Il y a quelques matchs où il a été un petit peu pas terrible comme tous les autres, mais sinon, si on regarde bien les stats, rien que les stats, il est au-dessus de tous les autres. Donc, Klaus, j'aimerais bien qu'on arrête avec toutes ces vidéos qui sont faites par certains insiders, qui soient de Paris ou je sais pas quoi, n'est-ce pas, Vizerian et tout machin. Voilà, parle de ta vente si tu veux, mais parle pas de nos joueurs pour foutre la merde. Voilà, donc il a interviewé soi-disant un conseiller de Jonathan Klaus du passé qui est venu déverser sa haine parce que Jonathan Klaus l'a oublié. Oh, il m'a oublié. Voilà, je lui ai conseillé d'aller à Avranches, j'ai conseillé d'aller ici. Mais au bout d'un moment, ça va, c'est un footballeur professionnel, c'est grâce à lui qu'il est footballeur professionnel. C'est pas parce que tu lui as donné 2-3 conseils. Voilà, et il attendait quoi? Qu'il te paye? Tu veux qu'il te paye? Voilà, demande-lui directement. Tu lui demandes, fais-moi un chèque Jonathan Klaus et j'arrêterai de t'emmerder. Voilà, au bout d'un moment, il y a des choses qui m'énervent un petit peu dans ce monde de... C'est énervant. Voilà, donc le football, il y a le côté humain aussi qui compte. Voilà, le côté humain, Souleymane Diawara, ça peut se mettre en lien avec Jonathan Klaus. Alors, je dis pas que Jonathan Klaus a toutes les raisons de son côté. Hein. Moi, l'institution avant tout. Si Jonathan Klaus est vraiment ce qu'on dit, qu'il arrive en retard tout le temps et tout, machin, au bout d'un moment, oui, le là doit être mis. Mais là, je trouve qu'on abuse un petit peu trop et je trouve que la meilleure solution, j'espère qu'on va la trouver, la meilleure solution, c'est de laisser les choses se faire jusqu'à la fin de saison. Ok. À la limite, il continue dans ses conneries, c'est pas grave. On le vend cet été, voilà. Et next. Voilà, si vous voulez parler du joueur Jonathan Klaus, parlez-en après quand il est parti. Ne foutez pas la merde jusqu'à fin de saison, ça ne sert à rien. On se concentre sur nos objectifs qui nous restent, les très maigres objectifs qui nous restent, c'est-à-dire quoi? Se qualifier demain, ce soir, et pourquoi pas en Ligue 1, remonter au classement. Et après, on parlera des problèmes. Allez, on y va, let's go les cacao, les amis, on va sur le match. C'était un peu long, désolé. Le match.
l'avant-match, l'avant-match. C'est quoi? C'est l'avant-match. Pour les supporters, ce soir il y aura plus de 62 000 supporters, environ 63 000 à peu près, qui sont preneurs de billets pour l'OM Shakhtar Donetsk ce soir. Le match se classera parmi les 3 meilleures affluences européennes au Vélodrome selon Flo Germain de RMC. Voilà, donc c'est important de le dire. Alors, il y a toujours de la ferveur au Vélodrome, il y en a encore plus peut-être pour ce soir, pourquoi pas pour râler un petit peu auprès de la direction ou peut-être même des joueurs, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein. Et ce que je veux pas voir par contre, ça serait que le coach soit pris à partie. Si par exemple, on va énoncer au micro Jean-Louis Gasset, qu'on entend plein de sifflets, je comprendrai pas. Je comprendrai pas. Je veux bien que quand on va dire les noms des joueurs, on peut siffler, pourquoi pas, mais qu'il soit hué Jean-Louis Gasset alors qu'il est même pas encore arrivé sur le terrain, enfin, à montrer ce qu'il a dans le ventre. Laissons-le travailler jusqu'à la fin de saison. Et même, je vais vous dire, laissons-le même perdre quelques matchs, c'est pas grave. C'est les joueurs les plus premiers fautifs. N'oublions pas, c'est les joueurs les premiers fautifs. Allez, je continue avec les supporters, donc force à eux. J'espère que ça se passera bien. Je pense que ça se passera bien et j'espère qu'on gagnera avant tout. Les virages promettent un accueil bruyant aux joueurs contre le Shakhtar ce jeudi. Putain, ils oublient à chaque fois des mots. Slogans et banderoles qui seront aussi adressés à Pablo Longoria et Franck McCourt selon l'équipe. Voilà, donc c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Je vais bien envers les joueurs, je vais bien envers Pablo Longoria, Franck McCourt et tout le team, toutes les Tessier, les ci, les là, machin, ce que vous voulez, même les Benassia, tout ce que vous voulez, tout ce qui sont à la direction, si vous voulez taper dessus. Mais le coach, on va le laisser tranquille. Ouais, je vais pas le défendre tout le long, mais vous voyez ce que je veux dire. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Allez, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et tiens, on va commencer par quoi? Votre pronostic. Alors pour ma part, moi je vois un match à but, je vois un 3-1. Je vois un 3-1, 3-2 pour l'OM. Je vous ai dit 3-1 hier pour le live. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On enchaîne avec la conférence de presse. Samuel Gigot qui nous dit quoi? Il nous parle de Gattuso. Il nous dit on est très déçus du départ de Gattuso. On est les premiers responsables. Déjà, on le voit là déjà dans sa prose, dans sa tenue là, machin. Il est un petit peu voilà en défensive. On n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Maintenant, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Il faut tous aller dans le même sens, rester unis et solidaires. Ça, c'est un bon message véhiculé par Gigot. Mais maintenant, c'est bon, tu l'as dit. Maintenant, tu te tais et sur le terrain. Voilà. Je vais pas les critiquer avec lui, mais tous les joueurs doivent se taire et aller sur le terrain et montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà. Donc nous, on doit rester solidaires et unis. Nous, supporters. À ne pas se prendre la tête avec des dossiers, des ci, des là, des clauses, des machins. Voilà, même bas, on va en parler après parce qu'il y a un dossier qui va commencer à remonter aussi. Faut rester unis jusqu'à la fin de saison. Ça sert à rien de se prendre la tête. C'est pas de notre faute à nous les supporters si l'OM est dégueulasse. Voilà, c'est pas de notre faute à nous. Après, il y en a qui peuvent penser que c'est la direction, il y en a qui peuvent penser que c'était les coachs, il y en a qui peuvent penser que c'était les joueurs. Mais faut pas se prendre la tête parce qu'il y en a un qui est pas d'accord avec d'autres. Si t'es pas d'accord avec moi que c'est la direction et que moi je dis non c'est McCourt ou non je dis c'est la direction et toi tu dis c'est McCourt, faut pas se prendre la tête. Voilà, on discute tranquille, on débat. Voilà, on débat. Que ce soit vous ou d'autres dans les réseaux sociaux parce que j'en vois, il y a beaucoup de crétins. Je parle pas de vous, hein, je parle des autres. Hein. Allez, on enchaîne. Gigot Next et on parle de Jean-Louis Gasset qui nous parle un petit peu dans cette conférence de presse. Il nous dit que les supporters ont une histoire avec la Coupe d'Europe. C'est vrai, l'Olympique de Marseille a une grande histoire avec les Coupes européennes. La plus grande histoire avec les Coupes européennes en championnat de France et parmi les grands clubs européens. Dans l'histoire totale, hein, je parle. Et oui, parce que 5 finales européennes, 4 malheureusement perdues, mais quand même une gagnée de la grande oreille, des grandes oreilles. N'est-ce pas les puputiens qui passent par là? Ils savent ce que ça représente, il faut qu'on gagne ce match pour passer au prochain tour. Et que ça redonne du baume au cœur, le stade sera plein, ce sera motivant. Voilà, de la motivation. Il avait dit son premier mot lors de la conférence de présentation, l'excitation. Il est excité, il attend que ça, Jean-Louis Gasset. Donnons-lui un plaisir, enfin donnez-lui un plaisir, vous, moi je ne serai pas au stade, mais ceux qui seront au stade, à mettre de l'ambiance comme il faut, comme vous savez la mettre, voilà, comme le fameux match face à Leipzig, faites trembler les tribunes et que ça se passe bien sur le terrain, voilà, qui est pourquoi pas un grand match, qu'on vive une grande soirée pour une fois cette saison, parce que finalement, cette saison, je le répète encore, c'était dur. Voilà, j'ai envie de souffler là, de souffler pour tout le long de la saison. C'est très très dur. Il y a très longtemps, hein, je vous ai dit que j'ai pas vécu une année aussi terrible. Je vais vous dire, il y a des années, par exemple en Ligue 2, où j'ai pris du plaisir. Là, je prends pas plaisir. J'ai pas pris de plaisir cette saison. Il y a quelques moments, voilà, des petits buts décidés là. La soirée de l'Ajax qui était plutôt plaisante, mais voilà, ça se compte sur les doigts de la moitié d'une main, quoi. Voilà, 2 ou 3 doigts.
Allez, on continue avec Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset avec Pancho Abardonado, je l'ai rajouté. Il a passé une partie de la nuit ou la soirée, je ne sais pas si j'ai bien compris exactement ce qu'il a dit Jean-Louis Gasset. Ils ont regardé quoi? Ils ont regardé des matchs de l'OM en 4-3-3, en 3-5-2 surtout. On a regardé les matchs en 3-5-2, mais j'ai regardé dans quelle disposition les joueurs se sentaient à l'aise. Mais ce qui compte, c'est l'animation. Quand vous faites une faute de marquage ou si vous perdez un duel à la dernière minute, c'est pas parce que vous jouez à 3 ou à 4 derrière, c'est l'agressivité, la concentration, tous ces petits détails. Je rajouterai une chose, l'intelligence. L'intelligence du jeu, l'intelligence dans le monde du football, sur un terrain. Quand tu dois faire une faute pour stopper une occasion loin du but, tu dois la faire. Quand tu dois faire un marquage plus près pendant X temps, par exemple tu viens de marquer, concentre-toi, voilà là c'est la concentration exactement. Et ben c'est l'intelligence ça, ça correspond à l'intelligence au bout d'un moment. Les joueurs s'ils sont trop carqués à l'intérieur de la tête pour se dire c'est bon on a fait une erreur une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, non ils continuent, ils attendent quoi? Et ben ils ont entendu que finalement le coach parte. Peut-être c'est ce qu'ils voulaient finalement au bout du compte. Soit disant ouais on n'est pas content qu'il soit parti, nous dit Gigot. Mais moi je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient qu'il parte à Gattuso. J'espère que maintenant ils vont respecter les consignes du coach. J'espère que maintenant ils vont respecter le football. J'espère que maintenant ils vont nous respecter à nous et à vous dans le stade. Voilà, j'espère qu'ils vont nous respecter au bout d'un moment. Voilà, soyez sérieux jusqu'à la 95, 98e minute. Voilà, on attend que ça nous, que vous gagnez les matchs enfin. Voilà, avec du sérieux jusqu'au bout. Si vous êtes moins fort que l'adversaire, et ben ça on vous en voudra pas. Si vous tombez contre un gros Liverpool ou une grosse équipe d'Europe que vous faites fesser, parce que ça pourrait se passer comme ça, et ben on vous en voudra pas. Si vous faites tout sur le terrain, si vous montrez vos limites techniques et tactiques et tout ce que vous voulez, et ben on vous en voudra pas. Mais par contre des équipes moyennas de Ligue 1 ou moyennas d'Europe, plus en Ligue 1, moyennas de Ligue 1 on va dire. Voilà, les Brest, je suis désolé, ça doit être une belle équipe de Ligue 1, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec l'OM normalement, logiquement. C'est l'agressivité et la concentration de tous ces petits détails. C'est le moindre détail qui est important et ils sont en train de s'en rendre compte. Ils sont malheureux d'avoir perdu leur mentor. Oh là, ça m'a énervé, on va passer sur ça. Le côté même Jean-Louis Gasset, là tu m'as un petit peu chafouiné un petit peu. Ça m'énerve. Il a déjà dit l'autre juste avant, Gigot, ça suffit. Gattuso il est parti, laissez-le tranquille. Je pense qu'il est triste, mais il est énervé en même temps. Hein, Gattuso, faut pas le gonfler. Je pense qu'il y a certains joueurs qu'il a envie de cogner. Donc faut arrêter avec Gattuso maintenant. Laissons-le tranquille. Voilà. Vous l'avez fait subir des choses à ne pas l'écouter. Et ben il est parti et maintenant on n'en parle plus. Allez, on continue avec Jean-Louis Gasset. Les pénaltys. Ah oui, on lui a posé la question sur les séances de tir au but. Si bien sûr l'OM, eh ben, on fait un match nul. Que ce soit un 0-0, un 1 partout, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Il n'y a plus de but à l'extérieur qui compte double. Donc, quel que soit le match nul, l'OM fera une séance de tir au but au bout des 120 minutes. Et il nous dit quoi? Les pénaltys. J'ai beaucoup de choses à préparer, mais quand vous arrivez au bout de 120 minutes et qu'il faut tirer les pénaltys, c'est pas pareil que cet après-midi où on est décontracté et vide. C'est comme la pétanque. Il faut être en condition pour tirer les pénaltys. Mais j'ai encore beaucoup de soucis avant les pénaltys. Alors, ce qui veut dire par là, quand il dit la pétanque et j'ai beaucoup de choses avant les pénaltys, c'est juste qu'il a tellement de soucis à remonter un petit peu les têtes embrumées comme il a dit et mettre des choses peut-être tactiques en place, peut-être un côté défensif quand on va défendre sur les coups de pied arrêtés parce qu'on a du mal, ou alors sur les dernières minutes rester concentré, ou alors sur l'efficacité offensive. Et ben il a tellement de choses à mettre en place que les pénaltys passent en dernier lieu. Et je suis d'accord avec lui. Les pénaltys, au bout d'un moment, ça va être avec l'efficacité du tireur. Les tireurs, s'il a une bonne qualité de frappe, s'il tire comme il faut, s'il marque son but, eh ben ça rentre tout seul. Voilà. Au bout d'un moment, ça doit se préparer, ça doit on doit s'entraîner sur les pénaltys de toute façon toute l'année. Normalement, ils ont déjà fait des séances de tir au but à l'entraînement, je pense, la semaine d'avant. Donc c'est pas parce que Gasset il arrive et ils doivent préparer justement une séance de tir au but. Donc qu'on le laisse préparer ces choses-là. J'avais l'impression que les journalistes ils étaient perdus. Ah bon? Et s'il y a les pénaltys après, comment on fait? Eh ben comment on fait? Ils vont tirer les pénaltys. Et je peux vous dire que ça sera une pièce jetée en l'air parce qu'avec Paul Lopez ou Blanco, ça sera plus Blanco d'ailleurs. Eh ben on n'est pas sorti de la verge. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? On pourrait retrouver un 3-4-2-1 Tudor demain à suivre. Bah c'est pas une info, c'est l'équipe qui l'a relié. Donc on continue. Allez, je continue. Jean-Louis Gasset, je n'ai pas d'objectif, j'ai une mission 100 jours. Ah oui, on lui pose la question sur les ambitions de fin de saison, les objectifs qu'il s'est mis à lui.
Et il a dit, je n'ai pas d'objectif. J'ai une mission de 100 jours. Donc il est arrivé pour 3 mois et demi, 4 mois pour finir la saison. On va essayer de gagner plus de matchs possible. Il faut réagir et je pense que les joueurs en sont conscients. Il faut peut-être faire les choses plus simplement. Et ça, c'est très important. Le plus simplement, c'est ce que je vous disais dans les autres lives. Vous en souvenez? Je ne sais pas si vous en souvenez. Je vous disais quoi? Avant que Gattuso parte, je vous ai dit, bon, ça suffit. Ça suffit le ish-ish. Ça suffit ici. Ça suffit là. On se complique trop la tâche. Voilà, on ne voyait pas de ligne directrice sur le jeu. On ne voyait pas de schéma de jeu précis. Et à chaque fois, on voyait les mêmes choses. C'est les joueurs s'encastrer dans les défenses adverses. Le côté défensif était plutôt appréciable sur certains moments. Mais le côté offensif, il n'y avait pas de créativité dans le jeu offensif, si on regarde bien. Les Unai, les Amin Harit, les Ndiaye se sont enfermés dans un style de jeu qui ressemblait au Ishish, comme j'arrête pas de le dire. C'est-à-dire, on se met dans un côté, que ce soit à droite ou à gauche, souvent à droite. On se met à 3, on fait un jeu en triangle, et on se passe la passe, on essaie de dribbler un 12 joueurs, on revient, et on s'encasse dans la défense. Voilà, il n'y a pas de créativité autre qu'un changement d'aile, un jeu plus simple, style un débordement à centre. C'est ça qu'on veut, la simplicité, débordement centre. On le voit pas souvent avec Iliman Ndiaye, c'est très très rare. C'est pour ça que quand je disais que Jonathan Klaus nous manquait à certains matchs, qui déborde, qui centre. Voilà, sa qualité de centre est différente des autres joueurs qu'on a. Et derrière, au moins, il ne tergiverse pas à faire un ish-ish. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la simplicité, très importante. Ils vont devoir simplifier les choses, ne pas se compliquer la tâche. Ne pas se compliquer la tâche. D'ailleurs, il avait dit Gattuso au début, quand il est arrivé, souvenez-vous-en de ce qu'il avait dit sur Amin Harit. J'aimerais qu'Amin Harit joue plus simple, parfois qu'il surprenne l'adversaire. Vous en souvenez pas de ce qu'il avait dit sur Amin Harit? Sur les premières conférences? Il avait dit, ouais, Amin Harit, il est très bon et tout, il a de la qualité technique, mais j'ai l'impression qu'il fait toujours les mêmes choses. J'aimerais bien qu'il simplifie son jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un contrôle, essayer de dribbler un ou deux joueurs et de partir avec le ballon, il contrôle, passe, ou déviation directement. C'est vrai, c'est souvent ça le football. Faut varier un petit peu son jeu. Si tu joues toujours de la même manière, au bout d'un moment, ça se voit. En face, les adversaires le voient. Le coach adverse, il va le voir. Il va mettre un truc spécifique sur toi. Comme Mug, quand il rentre en début de saison, c'est un tout droit, on l'a vu. Il court avec le ballon, il le pousse, et il court après. Bah, au bout d'un moment, il s'est fait avoir. Au bout d'un moment, il est rentré 2-3 fois en Ligue 1 et il n'est pas passé une fois. Allez, on continue les amis. On continue avec la conférence de presse qui se termine sur quoi? Sur Jean-Louis Gasset qui dit « Je devrais effectuer un retour au 3... » Non, pardon, excusez-moi, c'est moi qui dis « je », non, c'est pas lui qui dit « je ». C'est RMC qui nous relaie ça. Jean-Louis Gasset devrait effectuer un retour au 3-5-2 ce soir. L'objectif est de remettre le maximum de joueurs à leur poste préférentiel et ça c'est très important, comme on l'avait dit hier à la présentation. Il a dit « Moi je veux mettre les joueurs à leur meilleur poste. S'ils se sentent le mieux à ce poste-là, je les mettrai à ce... » Il va s'adapter. Voilà, l'adaptation est très importante. C'est un coach qui vient d'arriver en fin de saison. Il y a tellement de têtes embrumées qu'ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient. Ils ont gagné leur petite guéguerre, les joueurs. Donc maintenant, il va les mettre à leur place et j'espère que ça se passera bien. J'en veux beaucoup aux joueurs, moi. J'en veux beaucoup aux joueurs. Beaucoup. Parce que dans le monde professionnel, quand tu es un professionnel au football, que ce soit un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-2, un 5-8-1, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le système de jeu, ça doit fonctionner mieux que ce qu'on a vu. Parce que c'était complètement dégueulasse parfois. C'était complètement dégueulasse. Là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, joueur de pacotille. J'espère que ce soir, ils vont me faire taire. Allez, on continue. Maintenant, on va parler un petit peu des blessures, des absences, avec Jordan Vertou, par contre, qui ne sera pas absent. Il est bien de retour et a pris part normalement à tous les ateliers concoctés par le duo Gasset-Printemps. Très important. Jean-Louis Vertou, j'allais dire. Jordan Vertou. Très important son retour. Ce qui était également le cas de Balerdi, Garcia et Onana, eux par contre ne seront pas là. Balerdi suspendu, Garcia et Onana pas enregistrés à la liste européenne. Mais aussi Valentin Rongier, lui ne sera pas là, il est à peine de retour, c'est bien, il est de retour. Il est de retour dans le groupe apparemment. Et il est espéré début mars. Nous sommes le 22, donc d'ici une dizaine de jours, allez 2 semaines maxi, pourquoi pas 2 semaines on va dire. Et ben il sera là Valentin Rongier. Pourquoi pas pour être sur le banc au début, rentrer de temps en temps et pourquoi pas nous aider. On avait besoin de Valentin Rongier, d'autres milieux, parce que finalement on n'a pas assez d'armes sur le banc. Allez, justement, les autres armes qu'on n'a pas, c'est 3 absences sont à déplorer du côté de l'OM. Toujours indisponible, Rongier, j'en ai parlé, pas encore de retour sur les terrains. Tout comme Amir Murillo, et oui, on l'oublie celui-là, Amir Murillo sera encore absent. Voilà, son adducteur qui devait durer quelques semaines, ça dure, ça fait plus d'un mois. Paul Lopez reste lui aussi sur le banc des blessés après son indisponibilité de ce week-end à Brest. Alors Paul Lopez, il a manqué du côté de Brest avec une blessure au mollet. Et là, normalement, il devrait être sur le banc de touche. Je pense, si on suit bien les informations.
D'ailleurs, si on suit bien les informations, on regarde les compositions d'équipes probables selon l'équipe. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à réagir dessus. Alors, on a quelques surprises. Donc, Paul Lopez qui est remplaçant, c'est Blanco le titulaire. La défense à 3 qui revient, le milieu à 5 et 2 attaquants. Alors, je vais vous énumérer toute la compo. Donc, Blanco gardien. Mbemba à gauche, Gigot dans l'axe de la défense, capitaine, et Meïté à droite. Alors c'est très important de remettre Meïté à droite. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il n'a pas la même expérience qu'Mbemba qui peut être plus polyvalent à mon avis. Et derrière, Meïté a joué pendant l'absence d'Mbemba côté droit de la défense à 3 pendant un moment. Donc autant le laisser à cette place-là. Mbemba à gauche, je trouve que c'est la bonne solution. Après c'est probable, hein. C'est pas la vraie compo officielle, mais c'est probable. Donc là je trouve la bonne défense à mettre. Balerdi est absent, n'oubliez pas. Il y a marqué les absents en dessous de l'OM. C'est Balerdi suspendu, Murillo, Nadir bien sûr blessé, Rongier blessé, Ulysse Garcia, Pape Gueye, Onana non inscrit. Et suspendu au prochain match, n'oublions pas, Klos en cas de carton jaune ne sera pas pour le premier match des huitièmes de finale, le match aller. De l'autre côté, vous regardez la compo, si vous avez envie de parler de chaque corps. Je vais vous la citer maintenant vite fait, on revient sur la compo de l'OM. Alors nous avons un 4-1-4-1 comme au match aller, avec la même compo, mis à part peut-être Stepanenko qui était incertain, mais là il est titulaire, donc le capitaine. Et un autre aussi qui est suspendu, c'est le défenseur Bondar qui est remplacé par Rakitski, le numéro 44. Sinon, c'est la même compo qu'on a eu au match aller. Attention à Zubkov et son pied gauche, le numéro 11. Attention à Iguinaldo qui a marqué de la tête. Attention à son jeu de tête, il fait 1m72. Non, mais je parle pas de sa tête finalement. Attention à son jeu de provocation, d'élimination. Il a fait du mal à la défense quand même. Et Sikan, hein, peut-être, on l'a pas assez vu au match aller, mais attention à ce jeu de tête, c'est un très grand joueur. Soudakov, des très bons milieux. Bondarenko, Stepanenko, des très bons joueurs. Attention les amis. On n'est pas qualifié et c'est une équipe expérimentée qu'on affronte. Attention ce soir. Allez, je reviens sur la composition d'équipe de l'OM. Donc le 3-5-2, j'étais sur la défense. Le milieu de terrain. Merlin à gauche, vu que Garcia n'est pas là. Tu peux pourquoi pas mettre un Enrique, il a déjà joué avec Sampaoli. Ou même Sarr, qui pourrait jouer sur un couloir. Il peut dépanner s'il y a une blessure ou un truc qui se passe pendant la rencontre. Klos à droite, la même chose. Tu peux mettre un Enrique ou un Ismaïla Sarr. Donc il n'y a pas de remplaçant vu que Murillo est blessé. Aminarit. Pas d'Azdi Lunaï donc. Aminarit, Verretou et Kondogbia. Verretou titulaire selon l'équipe. Pour moi, c'est la meilleure compo qu'on a là, jusqu'à l'attaque. Ndiaye, Aubameyang. J'aurais préféré Mumbagna personnellement. Pourquoi? Alors je vais vous dire, je ne suis pas contre Ndiaye, hein, le voir titulaire. J'aimerais bien le voir quand même dans les deux. Mais Ndiaye, on l'a beaucoup vu depuis le début de saison. Il m'a beaucoup déçu, beaucoup énervé. C'est pour le côté énervement que j'avais plutôt envie de voir Mumbagna. Mumbagna, il m'a énervé sur le dernier match, mais il m'énerve beaucoup moins pour l'instant que Ndiaye. J'espère que Ndiaye fera un gros match. Pourquoi pas s'il est titulaire comme l'équipe le dit. Mais si c'est Mumbagna, je préfère. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous aimez cette compo-là? Vous préférez mettre Mumbagna ou Ndiaye devant? Et on revient sur autre chose maintenant, sur une autre compo. Celle de la Provence qui est un petit peu différente puisque c'est Mumbagna qui est devant. Si on a la même compo en général, mis à part un petit doute entre Verretou et Unai. Voilà, la même compo que l'équipe. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez celle-ci de la Provence ou celle de l'équipe avant. Et faites-moi votre propre compo en 3-5-2 avec les absences et les présences. Vous les avez vus, vous faites une pause, vous regardez. Faites-moi votre propre compo 3-5-2. Vos pronostics aussi, comme d'habitude. Allez, on va sur les stats pour terminer la préparation de la rencontre. On y va, let's go. Alors, je les avais fait tout à l'heure, c'est pour ça que je suis en bas. On recommence. Alors, 2. Il y a 13 stats, hein. De stats OMP. 2. Sous ma courte parmi les 6 entraîneurs nommés depuis le 2016, seuls Sampaoli et Tudor ont commencé leur exercice à l'OM par une victoire. Ah oui, seuls 2 sur 6. Hein. Un match nul pour Rudy Garcia, c'était du côté des Puputes de Paris 0-0. Et 3 défaites de Villas-Boas, de Marcelino et de Gattuso. Alors Gattuso c'était à Monaco, Marcelino c'était contre le Pana. Par contre Villas-Boas, tout à l'heure je vous ai dit que je ne l'ai pas trouvé quand j'ai fait la première vidéo et je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai pas cherché finalement. Vous allez me le dire dans les commentaires. Quel est le premier match de Villas-Boas? Un match officiel, hein, on parle. C'était une défaite de Villas-Boas, je ne me rappelle plus. Et Gasset parviendra-t-il à relever le défi? Pour Sampaoli et Tudor, donc Tudor c'était contre Reims et Sampaoli contre Reims aussi peut-être? Je suis pas sûr, je ne me rappelle plus. Allez, je descends. Les amis, on continue. 2017-2018, la dernière fois que l'OM a disputé des matchs à qualification directe en C3, donc en Coupe européenne UEFA ou Europa League, c'était Europa League en 2017-2018, il est arrivé en finale. Au fameux match à Lyon, Jean-Michel Aulas, au grosse 2. Comme le nombre de matchs de l'OM que Jean-Louis Gasset a préparé avec Gérard Gilly comme préparateur physique lors de la saison 1994-1995. C'était avec l'OM, bien sûr, il y a marqué au-dessus, mais avec Gérard Gilly. Donc en 94-95, on était en Ligue 2 à l'époque.
60,8% en 23 matchs internationaux managés dans sa carrière d'entraîneur, Jean-Louis Gasset en a remporté 14, soit 60,8%, 4 matchs nuls et 5 défaites. C'est un bon ratio. Franchement, c'est un très bon ratio. Quand on regarde les coachs de l'OM qui ont gagné le plus de matchs, c'est Tudor qui a gagné le plus de matchs dans les coachs de l'OM, avec 56, 57, 58%, je sais plus. Et il a plus de ratio. Après, c'est sur 23 rencontres. C'est des matchs internationaux. Ça comptabilise aussi les matchs de Côte d'Ivoire et de ci et de là. Est-ce que ça compte pour les matchs européens? Je ne suis pas sûr. Voilà, Jean-Louis Gasset, on va voir. J'espère qu'il restera sur ce ratio-là du côté de l'OM. Parce que si c'est sur ce ratio-là, peut-être qu'on remontera en classement et peut-être qu'on fera quelque chose en Europa League. 75%. À domicile, l'OM remporte 75% de ses matchs retour après avoir consolidé le match nul à l'extérieur en phase allée de ses 3, 9 sur 12. Je bois un petit coup. Donc 75%, les 3 quarts. L'OM remporte les 3 quarts de ses matchs après avoir concédé le match nul au match aller en phase allée de ses 3. Voilà, donc vous avez compris. Donc c'est-à-dire qu'au match retour, on a 75% de chance par rapport aux stats, aux anciennes stats, de remporter le match. En plus, on est au Vélodrome, on est invaincu cette année. Donc tout va bien. 3. Au Vélodrome, l'OM a mené 4 fois au score cette saison en Europa League, remportant 3 matchs, un match nul contre Brighton de 2. A noter qu'il n'a jamais été mené à domicile en C3 en 2023-2024. Franchement, on a tout dans notre sens. Il y a tout dans notre sens, mis à part la petite crise interne, la petite crise qu'on a en ce moment. Mais il y a tout pour gagner cette rencontre. Il y a tout. 8 sur 8, décisif toutes les 73 minutes en Coupe d'Europe cette saison. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 8 buts en autant de matchs disputés avec l'OM. Donc il a marqué 8 buts en 8 rencontres. Avec le match contre le Pana et les matchs d'Europa League. Franchement, il a un bon ratio en Coupe d'Europe. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher à Pierre-Emerick Aubameyang en Coupe d'Europe. Je dis pas en Ligue 1, hein. Franchement en Ligue 1, oui, il y a beaucoup de choses. Mais franchement en Coupe d'Europe, je trouve qu'il fait son taf. Il est à son niveau qu'il devrait être. Et j'espère que ce soir, il pourra, pourquoi pas, battre le record de Radamel Falcao. N'oublions pas qu'il a égalité pour l'instant au nombre de buts marqués dans l'histoire de l'Europa League depuis 2009, c'est-à-dire 30 buts marqués. Et Radamel Falcao est à 30. S'il marque un but, il sera premier tout seul. Et si on compte la Coupe de l'UEFA et l'Europa League, il est 3e au classement quand même. Henrik Larsson a 40 buts et premier. Le deuxième c'est Klas Huntelaar, je ne sais plus c'est quoi son nom en entier. Huntelaar qui est 2e avec 34 buts. Et lui il est 3e avec 33 buts. Donc s'il marque même un but, il passe 2e égalité. S'il marque 2 buts, il est 2e tout seul. Et s'il marque 11 buts, il est premier. Bon, ça m'étonnerait qu'il marque 11 buts. Mais on ne sait jamais jusqu'à la fin de la compétition. Pourquoi pas, il nous reste pas mal de matchs. Ce match-là, donc ça fait 1, les huitièmes 1-1, les quarts 1-1, les demi 1-1 et la finale. Il reste 8 matchs possibles pour remporter l'Europa League. 8 matchs, il peut mettre 10 buts. Allez Aubameyang, on croit en toi. Jonathan Klaus est le meilleur passeur décisif de la compétition cette saison, 5 passes décisives, partageant son rang avec Fourtounis de l'Olympiakos. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, Jonathan Klaus, il est pas si dégueulasse que ça comparé à d'autres. Voilà. Il n'y a pas que les stats qui comptent dans le football. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on attend du joueur? Qu'il soit bon sur le terrain ou alors qu'il soit sérieux à l'entraînement et tout le bordel? S'il est bon sur le terrain, franchement, est-ce que vous en foutez pas de ce qui se passe à droite, à gauche, qui mange pas sa danette à la cantine, qui parle trop fort, qui joue à la PlayStation? Ça, c'était des abus. Hein. C'était des abus, les trucs comme ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, j'arrête avec Jonathan Klaus. On va arrêter sur ce dossier-là parce qu'il y a un autre dossier qui va arriver. 10. Aucun joueur n'a plus cadré qu'Aubameyang en Europa League cette saison, 10 tirs. Ok. 100%. L'OM est invaincu à domicile cette saison en 15 matchs disputés, 9 victoires, 6 matchs nuls, je vous l'ai dit tout à l'heure. 2 sur 3. Le Shakhtar a perdu 2 de ses 3 derniers déplacements en Coupe d'Europe cette saison. Important de le souligner. Donc tout est dans notre sens. Tout est dans notre sens, les amis. 2,33, soit le nombre moyen de buts inscrits par match pour le Shakhtar à l'extérieur en C1, c'est-à-dire en Champions League, en 3 matchs disputés cette saison. Donc il marque pas mal de buts. Le Shakhtar marque pas mal de buts en C1 surtout, mais à l'extérieur, en Coupe d'Europe. Donc l'OM marque pas mal de buts cette saison en Europa League. Donc ça va être un match, sûrement un but. Moi c'est pour ça que je vous dis le pronostic 3-1, 3-2. Maintenant donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Combien vous voyez pour ce soir? Combien vous voyez pour ce soir? Donc 3-1 pour moi. Tobias Stieler, je vous l'ai montré hier, c'est l'arbitre allemand qui va arbitrer, qui va diriger cette rencontre ce soir. L'OM n'a jamais gagné avec Tobias Stieler au sifflet en 2 matchs européens dirigés. Contre le Galatasaray de Sampaoli en 2021-2022, défaite 2-4. Et contre Manchester City 2020-2021, défaite 0-3. D'ailleurs tiens, donnez-moi le buteur. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul buteur contre Galatasaray, le buteur qui a marqué le doublé. Je crois qu'il y a eu un doublé. Le buteur marseillais qui a marqué un doublé contre
Galatasaray là-bas. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? On va enchaîner d'abord, on va regarder un petit peu les dernières choses qu'on doit savoir du côté du Shakhtar. Et après on ira sur la petite actu. 3 choses à savoir sur le Shakhtar Donetsk. Un court déplacement pour les mineurs, c'est le surnom de l'équipe de Shakhtar. Habitué à avaler les kilomètres avec ses matchs de Coupe d'Europe délocalisés à Hambourg en raison de l'invasion russe, le Shakhtar a réalisé son plus court périple de la saison. Les mineurs qui reprennent leur championnat lundi, donc ils reprennent leur championnat lundi quand même, hein, après une trêve hivernale de 2 mois et demi sans match officiel, sans match de compétition officielle, mis à part le match contre l'OM à l'aller, sont rentrés en Allemagne après le barrage et ils n'ont eu que 2 heures de vol pour arriver à Marseille mardi. Donc ils sont arrivés déjà avant-hier sur Marseille. Ils sont déjà prêts eux. Ils sont déjà prêts. C'est une bonne donnée de leur côté cette fois-là. Ils ont moins de déplacements. Mais normalement, tout est dans notre sens. Il faut être confiant ce soir. Il faut être uni comme on l'a dit au début. Comme je l'ai dit au début. Il faut être confiant. Pusic, donc le coach hollandais du Shakhtar, connaît déjà le vélodrome. Alors, dans quel domaine? Entraîneur du Shakhtar depuis octobre 2023, Marino Pusic n'a pas découvert l'écrin marseillais qu'hier. Il était l'adjoint d'Arne Slot au Feyenoord Rotterdam lors de la demi-finale en Ligue Europa Conference League. Je l'ai redit 2 fois mais c'est pas grave, perdu par l'OM, on s'en souvient, le 0-0. L'OM reste une bonne équipe et c'est toujours difficile de jouer à Marseille. J'ai pu le vérifier avec le Feyenoord, disait-il hier. C'est bruyant, la pression est énorme, j'aime cette ambiance particulière, je suis impatient et prêt pour le match, indiquait le coach des mineurs. Donc il est impatient de voir un petit peu comment ça va se passer, j'espère qu'on va lui faire peur, à lui et à tous ses joueurs. Stepanenko, le capitaine, encore incertain comme je vous l'ai dit tout à l'heure, douteux avant le match aller mais finalement titulaire, le capitaine du Shakhtar avait dû quitter le terrain prématurément. Hier, celui que les Ukrainiens appellent Iron Man a participé à l'entraînement, il devrait pouvoir tenir sa place. Mais il est encore incertain, il pourrait encore manquer la rencontre en cours de match. Voilà les amis, sur ce qui concerne le match, maintenant on va partir sur quoi? On revient sur l'autre écran et on part sur l'actu. Ma cour de merde. Je l'ai vu sur l'écran, ça m'a énervé. Donc les duels défensifs, une petite stat qui nous vient de DataFoot, les duels défensifs des centraux, des défenseurs centraux en Ligue 1 cette saison 2023-2024. Nous avons nos défenseurs avec une flèche bleue. Je les ai marqués, il y a Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et j'ai même rajouté Isaac Touré pour que vous voyez où il est, à quel niveau il est. Il n'y a pas de Meïté parce qu'il n'a pas joué, il y a marqué en haut là, souligné 1080 minutes. Il faut qu'il ait joué 1080 minutes. Les duels défensifs, ça concerne quoi? C'est marqué en dessous aussi, en dessous là. Opposition au sol dans laquelle le défenseur cherche à récupérer le ballon ou qu'il est en face à face avec un adversaire. Le duel est perdu s'il est éliminé ou s'il commet une faute. Vous comprenez? Donc s'il commet une faute ou s'il est dépassé, comme Balerdi face à Brest, il a perdu le duel, et ben c'est un duel perdu. Et là, vous voyez qu'à gauche, vous avez un pourcentage, c'est le duel défensif remporté. Donc on peut voir que Gigot, Mbemba, Balerdi et même Touré sont aux environs des 74, 73, 75% pratiquement. Vous voyez? C'est quand même un bon pourcentage. Derrière, la note qui est marquée en bas, c'est le nombre de duels par match. Nombre de duels défensifs joués par match. Vous avez 9 pour les plus grands qui font le plus de duels dans le match, c'est Magassa. Mais lui, il en remporte que même pas 60%. Et vous avez quand même 8, si vous regardez bien, Balerdi, 8 duels, c'est le deuxième au championnat. Et en plus de cela, il a un super niveau. Donc Balerdi, on peut se dire qu'il fait une super saison. Voilà, dans le sens des duels. Même nos 2 défenseurs, ils ont quand même un bon ratio. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette statistique. Allez, on part sur un petit bonheur qui me fait plaisir à parler de cela. C'est la jolie demoiselle Jenny Perret, joueuse de l'Olympique de Marseille, elle me fait baver. Portera la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Et elle nous dit: j'étais ému, mais je pense à la fois que je ne le réalisais pas. Je ne le réalise toujours pas d'ailleurs. Mais le jour J, je me dirais: waouh, c'est incroyable. J'abuse un peu, je suis désolé. Je me créerai un souvenir inoubliable cette année, nous dit Mademoiselle Jenny Perret du côté de la caisse d'épargne. Tiens, c'est la source. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Jenny Perret, les amis? N'hésitez pas à me dire. Et qu'est-ce que vous en pensez de qu'elle porte la flamme en même temps que qui? Valentin Rongier. N'oublions pas qu'il y a Valentin Rongier qui aura la flamme aussi. Donc ils se passeront la flamme entre les deux, la joueuse et le joueur. Merci Jenny. Allez, on passe à autre chose. On passe à une mauvaise note cette fois. Vous vous en souvenez de cette petite altercation entre Walid Regragui en la CAN et Chancel Demi du Mbemba? Je vous lis ce qui s'est passé et ce que nous relaie plus ou moins Colin Interview. Donc c'est la chaîne YouTube que je vous ai montré la dernière fois avec Valentin Rongier et l'entretien qu'il a passé là-bas. Donc Yacine Bounou qui a passé un entretien là-bas et il nous dit:
sur la raison de la dispute entre son sélectionneur Walid Regragui avec Chancel Mbemba à la CAN. Youssef En-Nesyri m'a dit que Chancel Mbemba l'insultait. Il insultait à Regragui tout le long du match et il disait aussi à ses coéquipiers de blesser Azzedine Ounahi. C'est ça, la dernière phrase, il disait à ses coéquipiers « Allez blesser Azzedine Ounahi ». Alors ça, j'ai un gros doute. Je sais pas franchement comment le prendre. Voilà, je vous ai demandé dans le live d'hier sur Twitch, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Bon, on n'était pas beaucoup, on était une quinzaine, donc il y en a 7-8 qui ont répondu. Vous avez dit 5, 6, 7, je sais plus, non, que vous y croyez, et 2, je crois qu'ils y croyaient. Alors vous, je vous demande les amis, est-ce que vous y croyez ou pas à ces paroles-là de Youssef En-Nesyri, de Yacine Bounou, voilà, du côté de Colline Interview, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, qui dit que Chancel Mbemba a demandé à ses coéquipiers d'aller blesser Azzedine Ounahi, qui sont partenaires quand même à l'Olympique de Marseille. C'est très important. Est-ce que vous pensez qu'il a la mentalité pour cela, Chancel Mbemba? Ça m'étonne fortement. Moi, je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai fait tout à l'heure, je vous le redis encore, à moins vraiment que le soleil lui tapait sur le cassis et qu'il ait perdu un petit peu le fil, je ne vois pas d'autre raison. Peut-être une dinguerie qui s'est passée pendant le match. Je ne vois pas d'autre raison pourquoi il ferait ces manières-là. Allez, n'hésitez pas à réagir. Mais en tout cas, ce dossier-là, j'ai l'impression que ça va remonter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça sera le prochain dossier après le dossier Klose. Encore un joueur qui termine son contrat l'année prochaine. Encore un joueur qui partira gratuitement. Parce que Klose, il pourrait partir quand il veut gratuitement l'année prochaine. Et oui, il attend qu'il finisse la saison prochaine et il partira gratuitement où il veut. Comme Chancel Mbemba, comme Verretou. Bon, Verretou, il n'a pas de problème avec le club, de ce que j'entends. Comme Gigot, il n'aura pas de problème non plus. Voilà, des joueurs comme ça, pourquoi pas, qui partiront gratuits. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Avec l'arbitrage. Alors, ce récit est scandaleux d'un arbitre anonyme de Ligue 1. C'est vraiment scandaleux. Écoutez bien, ça prouve qu'il y a de la tricherie dans la Ligue 1 auprès de l'arbitrage. Écoutez bien. Notre quotidien, ce sont des débriefings. C'est un arbitre qui parle, hein. C'est un arbitre anonyme qui n'a pas voulu donner son nom. Et il nous parle de sa journée en général. Notre quotidien, ce sont des débriefings qui sont faits en fonction du nom de l'arbitre. Des arbitres plus ou moins protégés. Déjà, il y a des arbitres protégés. C'est compliqué à comprendre, mais ils sont protégés. Je ne sais pas pourquoi ils sont protégés. Pourquoi ils devraient être protégés? Moi, ils devraient faire leur travail, tout simplement. Je pense que cela. De situations où on nous dit que l'on peut tricher. On peut tricher plus ou moins avec la VAR pour protéger la décision du collègue, notamment sur les hors-jeux. Les exemples sont multiples. Notamment sur les hors-jeux et... s'ils sont multiples, pourquoi pas les pénaltys? On s'en souvient du pénalty il n'y a pas si longtemps que ça pour l'OM. Voilà, la faute sur NDI, la faute sur Moumbagna face à Metz, et tant d'autres choses. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez cela maintenant, quand on y pense à tous les dossiers qu'on a? Alors, je dis pas Alexis Sanchez, parce que ça c'était un petit peu ambivalent, voilà, certains arbitres puis sifflent les fautes, voilà, on va dire, allez, on va rester sur ça. Mais les fautes dans les surfaces, par exemple, sur contre Monaco, l'année dernière ou il y a 2 ans, avec Kolasinac qui se prend le gros tac sur la cheville. Contre Sanchez aussi, contre Nantes, je crois qu'il se prend un gros attentat. Et pas mal d'autres choses, les amis. Voilà, le penalty pour Moumbagna contre Metz, le penalty contre Brest sur NDI. Voilà, les amis, c'est prouvé maintenant. Un arbitre qui a parlé en anonymement et qui dit qu'il y a de la tricherie. Voilà, des arbitres sont protégés pour avoir de belles notes. Par exemple, les Turpins. Voilà, lui, quand il fait un arbitrage, il est protégé par le mec qui a la VAR qui lui dit « Non, non, il n'y a pas hors-jeu. » Ou « Oui, oui, il y a hors-jeu. » Et il déplace les lignes ou je sais pas quoi. Il triche tout simplement. Voilà, c'est l'équipe qui nous relaie ça. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Mais on en reparlera plus détaillé dans un live plus long. Voilà, parce que là, j'ai pas le temps, c'est une vidéo. Allez, je continue avec l'arbitrage justement, qui va être instauré dans pas longtemps. Regardez ce que je vous montre là. Les arbitres français vont être équipés de micros. Ah bon? Alors ça vient peut-être en lien avec ce qui se passe en ce moment, tiens, écoutez bien. L'arbitrage, toujours critiqué, continue de faire autant débat en France. Il y a même une guerre en interne entre les dirigeants de la DTA. Direction technique d'arbitrage, je crois, un truc comme ça. Ainsi, pour régler quelques problèmes liés aux prises de décision et que le spectateur puisse avoir toutes les informations, la France a obtenu le feu vert de la FIFA pour une expérimentation. L'instauration des micros pour les arbitres entrera en vigueur prochainement, comme l'indique le quotidien L'Équipe. Ah, est-ce que ça vous plaît ça, les amis? Je vais vous demander. Tiens. Les micros seraient uniquement branchés pour des actions les plus litigieuses quand l'arbitre les revisionne. De notre côté, on est favorable à une sonorisation permanente, nous dit, a commenté Eric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres. Donc lui, il veut mettre le micro pour toute la rencontre. Pour toute la rencontre, pas vraiment pour des points précis. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux l'éteindre n'importe comment, je sais pas quand, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Au moins, il n'y a plus de soucis, on le laisse tout le long du match. Et s'il y a une dinguerie, il y aura une dinguerie qui sera relayée. Les micros pourront être utilisés lors des premiers tests lors des playoffs de D1 Arkema du 12 au 17 mai prochain. C'est la D1 féminine, je crois.
Concernant la Ligue 1, il faudra certainement attendre la saison prochaine, toujours selon le quotidien sportif, donc l'équipe. Vous en pensez quoi ça? De l'instauration, de l'installation des micros sur les arbitres, pendant toute la rencontre. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Allez, réagissez, mettez-moi dans les commentaires pour le micro ou contre le micro. Allez, derrière, on va terminer avec quoi, les amis? Avec la vente OM. Selon Jérôme Roten, l'Arabie Saoudite s'intéresse désormais plus à Monaco qu'à Marseille. Il nous dit du côté de Roten sans flamme, il y a du lourd qui va arriver et de sources sûres, du côté de la famille princière et du club, il y a un rapprochement avec les Saoudiens. Donc les amis, vous en pensez quoi de cela? Est-ce qu'il dit une vérité ou alors est-ce qu'il dit ça pour vous faire chier les Marseillais? Je ne sais pas. En tout cas, Thibaut, on attend un petit peu ta réponse, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? N'hésitez pas à nous le dire dans une vidéo. Voilà, Jérôme Roten ment ou je sais pas. Donc l'Arabie Saoudite, non, on ne rachètera pas à Monaco, ils sont sur l'OM, je sais, n'hésite pas à nous dire. Voilà, on attend, ça fait 3 ans. Exactement, on est en relecture depuis 3 ans. Ça fait 3 ans pile, hein, on est en février, c'est pareil, c'est il y a 3 ans. Voilà, comme ma chaîne. D'ailleurs, dites bon anniversaire à ma chaîne, les amis. Bon anniversaire à ma chaîne, elle a 3 ans aujourd'hui, 3 ans ou hier, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait 3 ans. Allez, n'hésitez pas à réagir sur la vente OM et on réagit sur le dernier dossier. Pour le futur, bien sûr, c'est le coach. On réclamait un coach peut-être plus plaisant du côté de l'OM que Gasset. Mais on finit avec lui, voilà, sur 4 mois. Il faut l'encourager, il faut rester unis derrière lui. Cela dit, Will Steele fait partie des coachs qui sont aimés de la part des supporters de l'OM. Certains qui aimeraient bien le voir à l'OM. Mais il nous dit quoi? Will Steele explique vouloir quitter la France. Ah, c'est dommage. Et retourner chez lui en Angleterre. Voilà, c'est dommage, il partira en Angleterre. C'est juste chez moi, je veux rentrer à la maison. Petit téléphone, maison. J'ai été à l'étranger toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien. Sniff, sniff, sniff. Et je veux juste rentrer à la maison. Je travaillerai sans problème pour une équipe de championships. De toute évidence, la première ligue est le rêve ultime de tout manager, nous dit Will Steele. Mais s'il y a un club de championships ambitieux, qui veut travailler de la bonne manière, être ouvert et honnête sur les choses, et vraiment essayer de pousser pour arriver à quelque part, j'adorerais le faire, nous dit Will Steele. Les amis, vous en pensez quoi? Est-ce que vous regrettez son choix de partir en Angleterre? Quel coach vous voudrez voir à l'OM? Et les amis, on va terminer sur cela. Voilà, bah finalement elle a été aussi longue que l'autre, même peut-être plus longue, je pensais faire plus court, j'ai essayé de raccourcir les choses, mais finalement j'ai tellement une parlotte, voilà, mes origines italiennes et d'autres origines derrière, je vous dirai pas. Voilà, je parle d'ailleurs avec les mains, je suis toujours comme ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à noter comme d'habitude la vidéo, le petit like, le petit abonnement, la force, ça passe par les likes les amis, je vous le dis encore, c'est très important, voilà, c'est très important. Ne donnez pas de la force à ceux que vous aimez pas, si vous m'aimez, si vous me regardez, mettez-moi de la force. Petit like, petit commentaire, ça va, comme ça marche. Comme ça, plus on est de nombre, plus on rit, et plus on rit, plus on prend du plaisir. Le bonheur avant tout les amis. On n'en prend pas assez cette année avec l'OM, alors essayons de le prendre ensemble. Voilà, qu'on rigole ensemble, moi j'aime bien vous donner de la positivité, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Allez les amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une excellente journée. Votre pronostic n'oubliez pas, votre compo n'oubliez pas, le petit message que vous voulez sur n'importe quel sujet. L'arbitrage, est-ce que vous êtes d'accord pour le micro? Le coach style, le Silla, Mbemba, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Voilà, il y a plein de choses à parler. Klaus, est-ce qu'on doit arrêter ou on doit continuer à lui taper dessus? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et les compos, faites-moi vos compos aussi. Vive le foot chez Savage Foot. Allez l'OM pour ce soir. Et surtout encore, allez l'OM pour ce soir. Allez, ciao ciao les amis. Putain, les lunettes elles m'ont rentré dans le crâne. Et ouais, parce qu'elles sont cassées, je vais devoir les changer. Cette fois, est-ce que ça fonctionne le son? Je regarde. Ouais, c'est bon, le micro il a fonctionné. Oh, ça fait du bien. Ouh.